Je m'appelle Sandra Maignan, je travaille pour Plan International. Et aujourd'hui, avec toute notre équipe, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire donc, qui porte sur l'impact du Covid-19 sur les programmes pour les enfants associés aux forces et aux groupes armés. Donc aujourd'hui, nous allons parler notamment de 3 contextes en particulier, la RDC, le Mali et la Centrafrique. Mais avant de vous présenter nos intervenants, je vais demander à Audrey Bollier, qui représente l'Alliance pour la protection de l'enfant dans l'action humanitaire, de faire une petite introduction. Audrey, c'est à toi. Merci Sandra. Donc bonjour à tous et comme Sandra vient de le dire, je suis Audrey Bollier, je suis la co-coordinatrice de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos orateurs et participants d'aujourd'hui venus du monde entier. L'Alliance est un réseau interagence de plus de 100 membres qui travaille à l'établissement de normes et fournit un soutien technique. Depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19, l'Alliance a réagi en produisant une note technique disponible en version 1 et 2, ainsi que 10 annexes. Elle a aussi produit 26 webinaires et une série de podcasts. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site de l'Alliance sous l'onglet Covid-19. Au début de la pandémie, les acteurs de la protection de l'enfance avaient commencé à exprimer leurs préoccupations sur la manière dont la Covid-19 pourrait affecter un groupe particulièrement vulnérable de garçons et de filles, connus sous le nom d'enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, ou également EAFGA. Les EAFGA désignent toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recruté ou utilisé par une force ou un groupe armé à quelque titre ce soit, y compris mais sans s'y limiter, les enfants utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou même à des fins sexuelles. Nous savons que chaque jour qu'un enfant reste avec une force ou un groupe armé, il ou elle risque de subir des violences physiques, psychologiques et sexuelles, voire même de mourir. Les programmes qui empêchent le recrutement, séparent les enfants des forces et des groupes armés et soutiennent le processus de réintégration sont autant d'interventions qui sauvent des vies. En mai 2020, l'Alliance a publié un document intitulé « Messages clés et considérations relatives aux programmes concernant les enfants associés aux forces et groupes armés pendant la pandémie de Covid-19 ». Ce document, qui est disponible en anglais, en français, espagnol et arabe, est aussi disponible sur le site de l'Alliance. Je vous invite donc à aller le regarder. Le document met en évidence les questions liées au programme de prévention et de réponse pour les EAFGA à la lumière des impacts socio-économiques étendus de Covid-19 et des mesures de confinement restrictives ou parfois répressives, ainsi que la dynamique unique de chaque contexte de conflit. Au cours des derniers mois, nous avons pu en apprendre davantage sur l'impact de la Covid-19 sur les programmes des EAFGA sur le terrain. Et je suis très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui nos orateurs qui pourront nous parler des conséquences de la Covid-19 sur les programmes des EAFGA dans leur contexte, des défis qu'ils ont dû relever et de ce que nous, en tant que communauté de protection de l'enfance, pouvons apprendre de leur expérience. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous remercie. Merci beaucoup Audrey. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer donc, le webinaire. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 panélistes. Nous devions en avoir 4, mais visiblement, je crois que Al-Farouk a des difficultés de connexion. Donc, aujourd'hui, nous avons Marcelin Moulaouko qui représente Wild Child UK et en RDC. Nous avons Boulkassoum Cissé de UNICEF et au Mali. Et nous avons Justin Kaseke de Plan International en RCA. Je voulais juste confirmer, est-ce que Al-Farouk a pu se connecter? Oui, Sandra, bonjour, Al-Farouk est là. Al-Farouk est là, très bien, bon, bah, c'est parfait. Et donc, nous avons Al-Farouk Aïdara qui représente AMSS au Mali. Voilà, donc nous avons bien nos 4 intervenants, donc c'est parfait.
Donc, aujourd'hui, nous avons donc ces 4 personnes qui vont partager leurs expériences dans leur contexte. Et tout d'abord, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais inviter chacun de ces intervenants à faire une brève présentation de leur contexte pour que tout le monde puisse avoir la même compréhension des différents contextes dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, donc je vais tout d'abord inviter Boulkassoum de UNICEF au Mali à présenter le contexte du Mali. Boulkassoum, c'est à vous. D'accord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Cissé Boulkassoum, je travaille pour l'UNICEF, spécialiste protection de l'enfant. Je suis basé à Gao. Donc, j'ai l'insigne honneur de vous présenter ces contextes. À l'analyse de la carte que vous voyez devant vous, nous constatons qu'au Mali aujourd'hui, nous avons une forte dégradation du contexte sécuritaire. Comme vous le voyez, la carte, c'est une carte qui est répartie par cercle, mais je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, au Mali, nous avons 10 régions administratives et le district de Bamako qui sont fonctionnels. Mais cependant, sur ces 10 régions fonctionnelles, nous avons 7 régions qui sont des zones conflictuelles où nous constatons une forte présence des groupes armés. Donc, il s'agit de 2 régions au centre du Mali, la région de Ségou et la région de Mopti. Donc, à ce niveau, nous avons des sacerds d'Ozo, nous avons des milices PEL et nous avons des groupes radicaux. Tous ces groupes utilisent des enfants. Si nous poursuivons, nous remontons vers le nord qui constitue les 2 tiers du territoire national, nous constatons une forte présence des groupes armés aussi, au niveau des 5 régions. Il s'agit de Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, Taoudeni. Et donc, à ce niveau, nous avons dénombré à peu près plus de 22 groupes armés. Et ces 22 groupes armés sont dans des regroupements. Le premier regroupement est la SEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe 3 groupes. Nous avons la plateforme, qui regroupe 9 groupes. Et nous avons les dissidents de la plateforme et de la SEMA aujourd'hui qui se sont constitués dans un groupement qu'ils ont appelé la coordination des mouvements de l'entente, qui regroupe aussi 5 groupes. À ces groupes qui sont signataires de l'accord pour la paix, nous avons les groupes radicaux aussi, nous avons 5 groupes radicaux qui évoluent sur le territoire national. Et enfin, nous avons la force, ça veut dire les forces armées de défense qui ont associé aussi des enfants dans leur activité de tous les jours. Donc, les données que vous constatez, regardez le graphique qui est en bas, qui donne un certain nombre de données. Donc, ce sont des données que nous avons cueillies dans l'outil MRM. À ce niveau, je peux vous informer que ces données ne sont pas exhaustives, mais prouvent à suffisance, en réalité, la présence des enfants dans les groupes armés. Si nous regardons pour l'année 2019, nous avons pu sortir à peu près 215 enfants, parmi lesquels il y a 89 garçons et 26 filles. Mais cette tendance a nettement évolué malgré le contexte Covid, parce que pour le seul semestre de l'année 2020, nous sommes déjà arrivés à 200, à peu près nous sommes à 228 enfants. Donc 186 garçons et 42 filles. Les raisons, c'est la dégradation de la situation sécuritaire, mais surtout à l'amélioration au renforcement de notre outil de monitoring. Nous avons plus d'acteurs sur le terrain et qui nous aident à faire ce monitorage. Mais il faut aussi signaler que tous ces enfants qui ont été séparés, nous sommes parvenus dans le cadre du dialogue communautaire. Aucun de ces enfants n'est sorti à partir du processus normal du DDR. Le processus normal du DDR a été pratiquement pour nous un échec parce que ça a été une tribune où les enfants, tous ceux qui étaient présumés enfants, se sont retrouvés avec des documents falsifiés pour pouvoir passer. Donc ça, c'est des réalités du terrain. Donc c'est le dialogue communautaire que nous avons entretenu et qui nous a permis de faire sortir ces enfants parmi le groupe. Quand nous parlons des formes de recrutement, principalement, il faut se dire que vraiment c'est volontaire. Mais à ce statut de volontaire, beaucoup d'enfants partent vers eux par manque de ça et là. Mais nous constatons aussi que ces enfants partent
vers le groupe aussi parce que nous, les conflits qui s'exercent au Mali, ces conflits sont un peu, comme on appelle, communautaires, où ces groupes sont des groupes ethniques. Si je dis tout de suite MNLA, c'est à peu près les Ifogas et les alliés. Si je dis tout de suite Gatia, c'est les Imra des alliés. Si je dis tout de suite Gandakoui, c'est Sora et alliés. Donc, ce qui veut dire, c'est donc chaque parent se sent redevable du groupe pour les intérêts de sa communauté. Et ça peut pousser aussi à ce qu'on a. Et enfin, quand on est dans une zone où les groupes terroristes sévissent, donc ce qui veut dire pour pouvoir se sécuriser au consort, pour qu'on ne vous traite pas de mécréants, si un de vos enfants est, comme on appelle, va vers ce groupe et que vous voulez refuser, vous mettez votre vie en danger. Tout cela. Les facteurs de recrutement, c'est le contexte que je viens de décrire, un climat d'insécurité et de violence qui est aujourd'hui vraiment très renforcé. Il y a la prolifération des groupes armés, nous avons plus de 25, pratiquement 22 vers le nord. Au centre, c'est beaucoup plus de milices qui existent. Et c'est au centre aussi que nous avons cette intensification du conflit intercommunautaire. Autre facteur aussi sur lequel nous pouvons nous baser, c'est la faiblesse et l'absence des services sociaux de base. Pour la simple raison, aujourd'hui, au Mali, nous avons à peu près plus de 1200 écoles qui sont fermées. C'était fermé parce que les interventions, l'insécurité a poussé à faire, et quand Covid est venu aussi, toutes les écoles ont été fermées. Donc ça, c'est autre facteur, c'est le manque d'opportunités. Nous sommes avec des adolescents et des adolescentes qui ont des besoins spécifiques et les écoles sont fermées, beaucoup parmi sont des enfants qu'on appelle déscolarisés ou non scolarisés et qui ont des besoins, ce que la famille ne parvient pas à les donner, ça peut les pousser à aller vers ces groupes, vraiment ces groupes armés ou ces groupes radicaux qui les poussent, qui les donnent quelque chose. Et enfin, ce qui veut dire la pression familiale que je viens de développer, la protection des biens de la famille pour sa propre, c'est des zones où l'État est pratiquement absent, est obligé de collaborer avec ces groupes, des fois au détriment de leurs propres enfants. Voilà un peu de façon résumée le contexte au Mali. Je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Je vous remercie. Merci Bokassoum. Très intéressant cette présentation du Mali et un contexte assez particulier. Maintenant, je vais inviter Justin de la Centrafrique à nous présenter son contexte. Merci beaucoup Sandra pour la parole. Je me sens vraiment très honoré de vous présenter le contexte de la Centrafrique. Et comme vous le voyez sur la carte, la Centrafrique regorge jusqu'à présent 14 groupes armés actifs. Il y a beaucoup de milices, il y a beaucoup de sous-groupes qui sont liés, c'est des sous-groupes armés satellites liés ou attachés à ces groupes armés, mais les principaux sont estimés à la date d'aujourd'hui à 14, les officiels, ceux qui sont reconnus. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est grande obédience. La première obédience est, malheureusement, les obédiences sont musulmanes et non musulmanes, ça veut dire d'obédience plus religieuse. Et la partie nord, où on trouve une grande partie des groupes armés d'obédience musulmane, et on a la partie sud-ouest, où on a plus les groupes armés d'obédience chrétienne non musulmane. Et c'est plus les groupes d'armées anti-Balaka. Et vers le nord, c'est plus les groupes armés Seleka. Et quand vous essayez de voir le centre, il y a un croisement de ces deux catégories de groupes armés. Ça veut dire les désobédiences. Et c'est ce qui justifie le fait que le centre de la Centrafrique, je parle plus du centre nord et centre sud, le centre de la Centrafrique constitue les lieux de croisement de ces deux obédiences. Et c'est ce qui justifie plus de clashs et de combats, mais aussi plus de présence d'enfants associés aux groupes armés. Sur la cartographie, on voit le croisement et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'enfants associés aux groupes armés au niveau du centre de la Centrafrique. Et quand je peux parler en termes de nombre, pour l'année passée, pour l'année 2019, il y a eu une estimation de 3127 garçons recrutés
par les différents groupes armés, parce que je dois préciser que tous les 14 groupes armés recrutent et utilisent les enfants. Mais maintenant, s'il faut parler en termes de nombres, on a 3127 garçons recrutés et utilisés au courant de l'année 2019. Et il y a 2423 filles recrutées et utilisées par les groupes armés. Mais maintenant, le travail a fait sortir jusque-là, donc il y a eu séparation de au moins 702 garçons et 551 filles séparées des groupes armés. Et comme je dis tantôt, tous les 14 groupes armés recrutent et utilisent les enfants. Et donc, les nombres que je suis en train de présenter ici, c'est un nombre réparti à tous les 14 groupes armés. Il y en a ceux qui sont plus coopératifs et il y a ceux qui sont moins coopératifs avec lesquels on ne parvient pas jusque-là. Je parle de la task force qui est sous la coordination de l'UNICEF et la MINUSCA, qui est la mission des Nations Unies en Centrafrique pour la promotion de la paix. Et ce sont ces deux structures qui font les leads de la coordination, qui parviennent à négocier et à faire sortir les enfants. Mais il y a certains groupes armés qui ne sont pas coopératifs. Et s'il faut parler en termes de pourcentage, 70% du territoire national est sous le contrôle des groupes armés. 70% du territoire national est sous le contrôle des groupes armés. Et donc, ça justifie vraiment un activisme très avancé des groupes armés et le terrain est propice. Mais maintenant, comme facteur, il y a plus cette faiblesse de l'État. Il n'y a pas présence de l'État dans une partie du territoire national, une bonne partie du territoire national. Il y a aussi manque d'alternatives. Par alternative, je sous-entends toute autre option qu'ont des enfants en contrepartie ou pour ne pas fréquenter les groupes armés. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Beaucoup d'écoles demeurent fermées. Et pendant la période de Covid, je parle plus de mi-mars jusqu'à maintenant, une bonne partie d'écoles étaient fermées. C'est maintenant que la rentrée scolaire est déclarée, mais toutes les écoles étaient fermées. Mais avant cela, une bonne partie, on avait plus de 220 écoles qui étaient fermées en Centrafrique, qui n'étaient pas opérationnelles. Il n'y a pas d'alternative permanente pour les jeunes, pour les adolescents, afin de pouvoir apprendre le métier. Ce n'est pas permanent. C'est plus les ONG qui offrent des possibilités de formation professionnelle ou de formation en AGR pour les enfants, afin de les éviter d'intégrer les groupes armés. Comme alternative, il y a aussi le soutien de la communauté, parce que je dois préciser que les groupes armés en Centrafrique sont plus communautaires. C'est des groupes armés liés à la communauté, parce que comme je présentais ici, la répartition géographique sous-entend aussi la répartition religieuse et communautaire. Donc, les communautés, presque chaque communauté a son groupe armé qui lui est propre. Et cela fait à ce que intégrer les groupes armés, ça constitue parfois une fierté pour ces enfants. Donc, il y a un soutien communautaire parce que les enfants qui intègrent les groupes armés sont considérés comme les protecteurs de leur terre, les protecteurs de leur communauté. Et cela encourage les enfants d'intégrer les groupes armés. Il y a aussi cet activisme permanent des groupes armés. Les groupes armés sont permanents, ils perçoivent les taxes, ils détiennent une administration parallèle. Et là où les groupes armés se rencontrent, il y a des clashs, mais les groupes armés aussi contrôlent les zones minières et contrôlent les chantiers miniers, et ça fait à ce qu'ils perçoivent de l'argent et ils s'approvisionnent facilement en armement et en munitions, et ils sont très actifs, et cela constitue un grand facteur pour le recrutement, de manière à ce qu'un enfant peut quitter le groupe armé, il peut bénéficier d'un programme, mais quand il est inséré dans la même communauté où le groupe armé est toujours actif, avec la même influence, il y a une forte probabilité pour ce genre d'enfants de réintégrer encore le même groupe armé. Au fait, en peu de mots, c'est un peu ça la présentation du contexte de la Centrafrique. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour la suite. Merci beaucoup. Merci Justin. Oui, un autre contexte vraiment intéressant et assez différent finalement quand même du Mali. Et donc maintenant, je vais inviter Marcelin
pour nous faire une présentation du contexte de la République démocratique du Congo. Bon après-midi à tous et merci Sandra pour cette opportunité. En effet, je suis Marcelin Moularouko pour le compte de Orchard du UK en République démocratique du Congo. En effet, c'est depuis près de 24 ans que la RDC, mon pays, fait face à une instabilité sécuritaire et beaucoup plus dans sa partie est. Cette instabilité est beaucoup liée par l'entrée depuis 1994 sur son sol des réfugiés, parmi lesquels il y avait des personnes porteuses d'armes. Cela a fait que les communautés s'organisent pour faire face à certaines tracasseries que ces populations déplacées et réfugiées commençaient à perpétrer sur les communautés locales en s'organisant en forme d'autodéfense populaire et en forme de groupes armés. Et donc, on va retrouver sur le sol congolais une multitude de groupes armés, plus de 100 d'ailleurs qui sont dénombrés en ce moment, et ils sont généralement répartis en deux catégories. Et donc, il y a des groupes d'obédience étrangère et des groupes internes, qu'on dirait des groupes armés nationaux. Et ceux qui sont d'obédience étrangère s'organisent sur le sol congolais pour plus tard penser ou espérer renverser le pouvoir dans leur pays d'origine ou de provenance. Et les groupes internes ont comme objectif de sécuriser leur communauté, leur population contre les exactions que le groupe étranger pourrait perpétrer à l'égard de ces populations. Malheureusement, tous ces groupes-là, étrangers ou internes, recrutent des enfants. En ce moment, pour le compte de l'année 2019, nous avons estimé à 1936 garçons et 289 filles qui ont été recrutés par ces groupes. Je dis bien, nous avons estimé parce que jusqu'à présent, en RDC, il n'y a pas un système officiel pouvant permettre de dénombrer les enfants qui rejoignent ou qui sont recrutés par ces groupes, si ce n'est que le mécanisme MRM qui sont fonctionnels, opérationnels dans certaines zones et qui ne le sont pas dans certaines autres. Et 1679 garçons et 269 filles ont été séparés de ces groupes et ont été pris en charge jusque ce mois d'avril 2020. Cette statistique est partagée par le cluster protection au niveau national. Parlant de formes de recrutement, généralement, il y a des enrôlements forcés, des rafles par exemple, ou des enlèvements, mais aussi il y a des recrutements volontaires et donc des enfants et jeunes qui partent vers les groupes armés parce qu'ils veulent imiter les autres, parce qu'ils sont influencés par les autres. Mais aussi, il y a de ces parents qui envoient leurs enfants, et généralement les enfants et jeunes de sexe féminin, vers le groupe pour que ces familles ou ces parents puissent bénéficier de la sécurité et ne pas être victimes d'actes de représailles de par le groupe qui sont opérationnels dans leur zone. Mais aussi, il y a des autorités ou des leaders communautaires qui s'identifient dans certains groupes et cherchent à les soutenir. Et donc, pour les soutenir, il faut mobiliser les familles afin que ces dernières puissent contribuer à la survie des groupes en envoyant les enfants, en envoyant les jeunes. Et là, on fait allusion à des milices tribales. Comme facteur de recrutement, nous nous sommes rendus compte que le facteur principal, c'est ce manque d'opportunités. Et donc, il y a un accès difficile à l'éducation et à l'emploi par les jeunes, même si avant la période, il y avait ce que le gouvernement parlait de la gratuité scolaire, mais il y a toujours certaines exigences desquelles le parent n'arrive pas à se défaire. Et donc, les enfants et jeunes qui se sentent
non encadrés profitent ou pensent qu'en allant vers un groupe leur permettrait de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi comme facteur la faiblesse de l'autorité de l'État et beaucoup plus les tensions interethniques. Donc, par rapport aux tensions interethniques, il y a une communauté qui se sent insécurisée par rapport à une autre communauté et qui pense que la meilleure façon de se sécuriser, c'est de former un groupe armé et faire face à l'autre communauté ou à l'autre tribu. Mais aussi, nous nous sommes rendus compte que comme facteur, il y avait la création des milices pour garantir le contrôle, pour faciliter le contrôle de certaines richesses du sous-sol, mais aussi des terres fertiles. Par rapport aux richesses de sous-sol, c'est beaucoup plus de groupes qui sont par moments soutenus par des mains invisibles. Voilà un peu ce que je peux présenter en ce qui concerne le contexte de la RDC et je reste disponible pour tout enrichissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marcelin. Donc, après ces présentations, maintenant, nous allons passer à une série de questions. Donc, le format de ce webinaire est un petit peu différent. Nous avons une série de questions auxquelles les différents intervenants vont répondre en fonction de leur contexte. J'invite aussi les participants à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes à tous les participants pour que tout le monde voit les questions qui sont posées. Et donc, nous répondrons aux questions à la fin des différentes questions. En fonction du temps qui nous restera, on prendra le temps de répondre aux questions qui seront posées. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Maintenant, nous allons donc commencer par la première question. Cette série de questions va être en lien avec les différentes étapes en fait, du processus de prise en charge des enfants. Et donc, nous allons commencer par les difficultés que vous avez rencontrées dans la prévention du recrutement des enfants associés aux forces et groupes armés à cause du Covid, ainsi que les solutions, les leçons apprises que vous avez identifiées. Donc, je vais inviter les intervenants à partager leur expérience dans leur contexte. Donc, je vais tout d'abord inviter Al-Farouk, qui représente AMSS au Mali, à nous parler de leur expérience dans la prévention. Al-Farouk, c'est à vous. Okay, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Al-Farouk Aïdara, superviseur à l'AMSS, ONG de mise en œuvre des activités de l'UNICEF. Donc, dans ce cas de figure, les difficultés que nous avons rencontrées qui sont liées à la COVID sont la fermeture des écoles qui a renforcé l'exposition des enfants au recrutement dans nos zones d'intervention qui sont déjà des zones d'insécurité. À cela aussi s'ajoutent les restrictions de rassemblement qui ont provoqué un ralentissement des activités communautaires et de sensibilisation, telles que des activités des clubs de jeunes, des activités au niveau des espaces amis des enfants et les activités de sensibilisation sur la protection de l'enfant et la prévention du recrutement. Et ces mêmes aspects ont affecté aussi les activités de dialogue communautaire pour la prévention et la détection des cas. Maintenant, voilà en quelques lignes les difficultés, les défis auxquels nous étions vraiment exposés. Maintenant, par rapport à ces difficultés, nous avons préconisé des solutions. Voici les solutions que nous avons mis en première ligne, c'est la sensibilisation en cascade. C'est-à-dire nous avons sélectionné 240 jeunes volontaires, dont 40% des filles, bien formées et opérationnalisées à la technique de sensibilisation par pair. C'est-à-dire chaque jeune doit sensibiliser au moins 5 personnes sur le recrutement des enfants et les mesures préventives de la COVID. Ça, c'est la première solution que nous avons mis en place. Ensuite, nous avons aussi limité le nombre des enfants qui fréquentent les espaces amis des enfants à 15 par séance, tout en respectant les gestes barrières au niveau de nos espaces amis des enfants. À cela s'ajoute aussi la concentration et l'orientation de nos activités en faveur des enfants les plus exposés, c'est-à-dire les enfants
non scolarisés, les enfants des écoles coraniques et les enfants déscolarisés. Donc, pour plus de visibilité et plus de toucher plus de personnes, nous avons créé aussi une page sur Facebook dénommée Club SAP, c'est-à-dire Club SAP, ça veut dire Club de soutien aux activités de la protection de l'enfant, et C4D, Communication pour le développement, pour la diffusion des messages clés sur le recrutement, les mesures préventives de la COVID, la publication de nos activités de sensibilisation, des visites à domicile, porte à porte et des sketchs aussi, qui sont réalisés en même temps par les jeunes eux-mêmes. Maintenant, pour résoudre le problème du dialogue communautaire, nous avons mis en place un groupe de WhatsApp permettant de maintenir les dialogues communautaires sur les sujets sensibles de la communauté en lien avec le recrutement des enfants et la protection de l'enfant de façon générale. Maintenant, ce que nous pouvons retenir comme leçon apprise, vraiment, c'est l'implication forte de la communauté. Parce que nous sommes partis à la base et nous avons fait en sorte que la communauté, elle-même s'approprie le projet. Donc, d'où les enfants avaient un accès très facile. C'est là aussi l'utilisation des nouvelles technologies, qui est les téléphones. L'utilisation des nouvelles technologies, qui est le téléphone Android, qui permet, aujourd'hui, chaque jeune est doté d'un téléphone qui lui permet de maintenir les connexions entre eux. Donc voilà ces deux éléments qui ont été vraiment déterminants pour continuer nos activités au niveau de nos communautés, de nos communes d'intervention. Je vous remercie et je reste disponible pour les questions éventuelles. Merci. Merci Al-Farouk. Vraiment intéressant, hein, des initiatives très intéressantes, notamment cette sensibilisation en cascade que je trouve assez innovante. Une page Facebook et l'utilisation de ces nouvelles technologies comme les groupes WhatsApp pour garder le lien avec les acteurs communautaires, ça sont vraiment de bonnes idées. Merci à vous. Maintenant, je vais inviter Justin de la RCA à partager ses expériences. Est-ce que vous avez des expériences différentes du Mali? Merci Sandra. En plus de ce que les collègues de Mali viennent de souligner, pour la Centrafrique, nous n'avons pas vraiment suspendu les activités de clubs de jeunes parce que les mesures étaient claires, c'était plus les écoles et les espaces amis d'enfants qui étaient fermés. Mais il y avait aussi tout ce qui est gestes et barrières à respecter, dont notamment toutes les activités de compétences de vie courante en faveur des adolescents. Comme vous le savez, les adolescents constituent plus la tranche d'âge pépinière pour les recruteurs. Permettez le terme. Alors nous, on s'est focalisé plus sur les activités des clubs de jeunes, les activités des clubs d'adolescents et nous avons revu, nous avons mis en place au niveau du groupe du sous-cluster protection de l'enfance, en appui avec certaines organisations comme Plan International, comme IRC, comme World Vision, nous avons mis en place des lignes directrices qui nous ont permis de mettre en place un module qui pourrait faciliter les travail avec des groupes plus restreints, plus réduits. Parce qu'on était conscient du grand danger que couraient les adolescents une fois délaissés, une fois abandonnés par toutes les activités d'encadrement. Et cela nous a facilité de garder un contact avec eux, mais la difficulté était que ces activités devraient se réaliser dans le strict respect des gestes barrières et ça a pris du temps. Ça a pris plus de temps et plus de moyens et ça, c'était vraiment la principale difficulté que nous avions eue. Mais maintenant, particulièrement aux filles qui étaient plus exposées aux activités des commerces parce que la Centrafrique est alimentée plus par le Cameroun. La Centrafrique n'a pas l'accès à la mer. Elle est économiquement alimentée par le Cameroun. Et l'axe du Cameroun, en fait, plus de 80% des cas confirmés en Centrafrique étaient exportés du Cameroun, étaient venus du Cameroun. Alors, l'axe qui venait du Cameroun était plus à risque. Et c'est les filles qui vendent plus des fruits, plus font des restaurants ambulants sur la route. Alors, nous, on a utilisé cette stratégie
des mécanismes communautaires, des clubs des filles, on appelait plateformes des filles. Et c'est ce qui nous permettait de faire des sensibilisations pair à pair. Et c'était ça même la leçon que nous avions tirée dans cette période, parce que par rapport à ça, pour nous, le mécanisme communautaire était une palliative très importante par rapport à cette situation. Les mouvements étaient restreints. Il y avait une restriction de mouvement. Les ONG ne pouvaient pas facilement se déplacer, surtout sur certains axes. Mais grâce au mécanisme communautaire, on a intensifié les activités de prévention malgré le contexte de Covid. Et ça, c'est vraiment la bonne leçon que nous devons partager ici, était de remarquer que l'investissement dans le mécanisme communautaire nous a permis de renforcer notre prévention pendant la Covid, la période de Covid-19. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Justin. Oui, voilà aussi des bonnes initiatives de maintenir finalement les clubs de jeunes que vous n'avez pas fermés, mais en gardant des groupes plus restreints, en favorisant la sensibilisation entre jeunes eux-mêmes, entre pères et pères. Donc ça, c'est de bonnes initiatives aussi. Très bien. Et donc maintenant, Marcelin, est-ce qu'en RDC, vous avez-vous eu des approches différentes? Merci pour la parole. En effet, les approches ont été plus ou moins similaires que celles partagées par les précédents intervenants. Cependant, il y a un point particulier que je peux ajouter, c'est celui de s'appuyer beaucoup plus sur une approche communautaire et généralement les parents. Et donc, étant informé des mesures qui avaient été prises par les autorités politico-administratives, nous avions procédé à identifier les familles modèles dans les communautés d'intervention à qui nous avons donné un renforcement de capacité dans la protection de l'enfance et dans les techniques de sensibilisation. Et nous avons produit des petites cartes de messages que nous avons mises à la disposition de ces familles-là. Et maintenant, chaque famille devrait aller vers d'autres ménages pour parler de la protection de l'enfance, pour parler de la prévention par rapport au recrutement des enfants, mais aussi sur ces cartes, nous mettions un numéro qui pouvait être composé, un numéro vert, donc, que nous appelons la ligne verte 117, et que si tout parent sent qu'il a besoin d'autres informations supplémentaires sur la prévention des enfants, sur le droit des enfants, ou s'il y a des enfants qui se sentent en danger, qui ont besoin d'une protection, ils pourraient alerter directement en appelant ce numéro. Mais aussi, il y a un mécanisme communautaire, donc les réseaux communautaires de protection de l'enfance, avec lesquels nous étions en train de travailler depuis bien longtemps, qui étaient aussi en alerte, de telle sorte que si la ligne verte obtenait un appel d'un enfant dans telle communauté, on pourrait mettre le membre du RECOPE en lien ou en contact avec cet enfant pour réfléchir sur les mécanismes de prévention d'un quelconque recrutement. Voilà un peu une petite expérience que je peux ajouter par rapport aux expériences que les précédents intervenants ont partagées. Merci. Merci Marcelin. Oui, encore d'autres initiatives intéressantes avec ces familles modèles que vous avez formées et mobilisées au sein des communautés. Et puis un numéro vert que j'ai retenu aussi qui permet aux personnes de vous appeler, de vous contacter en cas de problème. Très bien. Bon, merci beaucoup. Donc ça, c'était pour la première étape donc, de la prévention et comment les différents acteurs ont répondu à l'impact du Covid sur leur programme. Maintenant, on va s'intéresser à une deuxième étape qui est l'étape de séparation des enfants avec les forces et groupes armés. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce niveau, ainsi que les solutions, les leçons apprises que vous avez mises en place. Donc, je vais tout d'abord inviter Justin de la RCA à partager son expérience. Merci beaucoup, Sandra. Je dois confirmer que la COVID
Covid-19 n'a pas facilité la séparation des enfants avec les groupes armés en Centrafrique, évidemment. On a eu beaucoup de difficultés, il n'y a pas eu d'avancée, c'est-à-dire, comme vous le savez, moi je travaille pour Plan International, mais j'assure la co-facilitation du sous-cluster protection de l'enfance au niveau national. Et je suis en contact permanent avec la task force DDR qui est composée qui est sous le lead de UNICEF et de la MINUSCA. Et ce sont eux qui sont en contact et qui négocient la séparation avec les groupes armés. Il n'y a pas eu d'avancée. Même les groupes armés qui étaient coopératifs, il n'y a pas eu d'avancée, en tout cas pendant la période Covid, et ça n'a pas facilité beaucoup plus de séparation. Il y a eu beaucoup plus de cas de séparation volontaire. Et ça, c'était le cas qu'on commençait à manifester dès l'année passée parce que avec la signature de l'accord de paix de février 2019, les groupes armés étaient portés, tous les groupes armés, tous les 14, mais à ce temps-là, c'était 13, s'étaient portés volontaires à la libération ou à la séparation des enfants qu'ils avaient au sein de leurs troupes. Mais avec l'évolution du temps, ceci n'a pas été effectif. C'était très timide. Pendant la période de Covid, c'était accentué. Il n'y a pas eu de rapprochement et on a eu très peu de cas de séparation des groupes armés. Mais nous avions eu plus de cas d'enfants qui étaient volontaires à la séparation. Et au début, on n'encourageait pas cela parce que ça exposait les partenaires ONG à des risques de représailles de la part de membres des groupes armés s'ils ne seraient pas contents. On n'encourageait pas ça en Centrafrique. Mais pendant la période, nous nous sommes rendus compte que c'était aussi une autre alternative qu'il fallait envisager, surtout que les groupes armés devenaient moins coopératifs. Alors, on encourageait aux ONG de lister ces enfants et de présenter ces enfants, cette liste au niveau de la task force, la coordination de la task force qui va négocier avec les groupes armés. Et ce qu'on a pu aussi constater, c'était une difficulté sérieuse liée aux filles. Il y avait très peu de cas de séparation de filles et les quelques cas de séparation qu'on a eu étaient très, très délicates. Pourquoi? C'est parce que la majorité des filles associées aux groupes armés en Centrafrique sont utilisées comme femmes de seigneurs de guerre ou de commandants de groupes armés. Et comme vous le savez, séparer une femme entre griffes, je parle d'une femme entre griffes, d'avec son mari, c'est compliqué et ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas ce que nous voulons, ni même à travers la gestion des cas, nous ne voulons pas séparer ces mariages. Nous voulons juste mener des plaidoyers pour que les commandants des groupes armés ne puissent pas utiliser leurs femmes dans leurs activités militaires. Et c'était ce qui était plus fait à travers le plaidoyer qui était mené auprès de notre task force qui était en contact permanent avec les groupes armés. Donc, c'était ça la difficulté. On a eu ces difficultés. Mais pour contourner cela, c'était des plaidoyers qu'on menait au niveau de UNICEF et MINUSCA qui étaient partis toujours négocier avec les commandants des groupes armés, que ce soit pour le cas de séparation, que ce soit pour le cas de séparation avec les filles qui étaient en majorité les femmes de leurs combattants. C'était souvent ça la situation et l'alternative qu'on utilisait était plus ces plaidoyers. Et donc, pour nous, en tout cas, la leçon par rapport à ça était qu'il fallait toujours que la task force DDR, je ne sais pas si elle existe partout, je sais qu'en RDC, elle existe. Quand j'étais en RDC, je sais qu'elle existait toujours. Mais en dehors de la RDC, de la Centrafrique, même partout, je peux demander à ce que nous avons tiré des leçons que cette task force doit maintenir ses contacts permanents avec les groupes armés qui libèrent les enfants ou qui se séparent des enfants, de manière à ce que pour les cas de filles qui entretiennent toujours des relations amoureuses ou maritales avec les membres des groupes, que cette task force ou ces liens va favoriser toujours un plaidoyer pour une séparation effective. C'est un peu ça la situation pour la Centrafrique. Merci. Oui, merci beaucoup, Justin. Il y a un contexte assez difficile, hein, si je comprends bien, avec justement l'utilisation plutôt favoriser la séparation volontaire comme une alternative au manque de volonté de la part des groupes armés de libérer les enfants et un plaidoyer pour maintenir ces contacts avec les groupes. Donc, oui, très intéressant.
Merci. Boulkassoum, quelle a été votre expérience au Mali en termes de séparation des enfants? Ok, merci bien. Pour la séparation au Mali en cette période de Covid, évidemment, comme Marcelin a eu à le dire, ce n'a pas été facile. Mais cependant, nous, notre expérience sur le terrain, les ONG de mise en œuvre qu'on a sur le terrain, étant donné que, comme précédemment annoncé, c'est surtout le dialogue communautaire qui nous permettait de faire ressortir les enfants. Et quand cette période de Covid est arrivée, ces rassemblements réunir tout de suite tous les leaders communautaires pour faire des activités, cela a été ralenti, donc ce qui veut dire que ça ne permettait pas. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons eu à faire, les ONG de mise en œuvre? On fait une cartographie des leaders communautaires influents. Donc, c'est comme j'ai eu à vous dire, dans la démarche logique chez nous, quand j'ai dit tout de suite Gatia, ça veut dire que c'est la communauté imarade qui est majoritaire. Et quand on parvient à avoir le meilleur leader de la communauté imarade et qu'on les persuade de le bien fondé de séparer l'enfant des groupes armés, donc c'est lui qui rentre en contact avec les leaders, les chefs militaires pour libérer cet enfant. Donc nos comités locaux travaillaient, si tout de suite les points focaux alertent un cas d'enfant, où le comité local alerte encore les responsables de l'ONG et consorts se rendent sur les leaders communautaires pour lui dire que nous avons vu cette situation, ça n'honore pas votre communauté, est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est dans cette démarche, donc, les leaders communautaires aussi servent d'interface entre l'organisation et les responsables du groupe. Et dans la plupart des cas, certains des enfants ont pu sortir du groupe. Ça a été vraiment la stratégie qu'on a utilisée en cette période pour éviter les grands rassemblements. On cherche les leaders les plus influents pour pouvoir coordonner cette sortie de groupes armés. Merci. Merci Boulkassoum, ça c'est vraiment intéressant et peut-être ça peut intéresser aussi d'autres pays et d'autres acteurs sur la mobilisation de ces leaders communautaires influents. Et j'imagine, comme vous avez dit, d'abord une cartographie de savoir qui est influent dans la communauté en fonction de l'ethnie qui est impliquée dans le groupe, etc. Pour vraiment identifier cette personne qui va réussir à négocier avec le groupe armé la libération des enfants et la séparation. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à la question suivante qui concerne la prise en charge temporaire et la réunification familiale. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au niveau de cette étape qui inclut aussi la recherche des familles avant la réunification familiale et donc les solutions et les leçons apprises que vous avez identifiées. Donc, je vais demander à Justin de la RCA de nous partager son expérience. Merci beaucoup, Sandra, pour la question. C'est une question très intéressante. Dans notre contexte, la prise en charge était également difficile à cause du contexte Covid, surtout la prise en charge alternative. Comme en Centrafrique, nous utilisons plus l'approche famille d'accueil transitoire. On n'encourage pas trop l'approche CTO. On prévoit l'approche CTO qu'en cas de séparation de masse des enfants. Alors, donc l'approche la plus empruntée en Centrafrique, c'est l'approche famille d'accueil transitoire, on appelle FAT. Et il s'est avéré très difficile de faire des placements temporaires en cas de Covid-19, surtout pour les cas des enfants qui viennent de Bangui, qui est l'épicentre de la pandémie, puisque presque 90% des cas déclarés en Centrafrique étaient déclarés à Bangui. Alors, faire venir un enfant de Bangui ou un enfant identifié qui est dans une autre préfecture, mais qui est passé par Bangui, ça posait plus de problèmes. Alors, l'autre problème était que les partenaires du secteur santé, parce qu'on voudrait aussi profiter de la même occasion pour rassurer à la famille qui doit recevoir l'enfant que l'enfant n'est pas malade de Covid-19, il fallait passer au test. Il y avait des problèmes d'intrants médicaux, ça faisait assez que on faisait le dépistage que pour les cas des personnes qui ont des symptômes et les enfants n'en avaient pas souvent. Alors, ils disaient non, c'est difficile, ça viole la politique mise en place par le gouvernement. C'était un peu compliqué, il fallait mener des plaidoyers au niveau de l'intercluster pour demander au coordinateur de cluster santé d'essayer de bousculer avec les partenaires de santé.
L'autre difficulté, c'était lié à la recherche familiale. Comme je dis tantôt, il y avait une restriction de mouvement sur certaines zones. Pour aller faire des recherches, ça posait problème. Ça faisait problème parce que certaines zones étaient vraiment déclarées non accessibles ou non praticables. Donc, c'était compliqué. Alors, ce qu'on faisait comme alternative, c'était d'utiliser d'autres partenaires acteurs de protection qui sont dans les zones où il faut faire la recherche. On leur partageait les informations et ils facilitaient cela. Et c'était un peu intéressant. Autre alternative, autre difficulté, c'était aussi le suivi qui devrait désormais se faire à distance. Et parfois, on faisait le suivi à travers le mécanisme communautaire. Et dans l'hypothèse où la famille a des téléphones, on faisait des suivis à travers le téléphone. Ce n'était pas vraiment l'idéal, mais c'était le moyen qui nous était disponible et qui nous était permanent. Donc, c'était un peu ce qu'on utilisait. Bon, autre difficulté, c'était vraiment l'augmentation des cas de violence basées sur le genre. Ceci, on l'a remarqué vraiment pendant la période Covid-19, mais on commençait à les remarquer bien avant. Bien avant, les taux étaient de violence basée sur le genre étaient des taux de violence basés sur le genre à l'égard des enfants étaient de 42%. Ceci était ressorti de la JBV-AMS avant la pandémie. Pendant la période de pandémie, les taux est passé de 43 à 66%. Donc, 66% des survivants de VBG étaient des enfants. Et on ne s'est pas lié cela aux enfants associés au groupe armé, mais nous avons estimé que les enfants associés, les filles associées au groupe armé, étant plus à risque de violence basée sur le genre. Donc, on pensait que ça devrait être la même situation parce qu'il n'y a pas eu de recherche qui a démontré cela clairement, mais cela a été démontré sur l'ensemble des enfants. Nous avions supposé que pour le cas des enfants associés, des enfants filles associés au groupe armé, ça devrait être encore plus sérieux chez eux. Sont là un peu quelques figures qui démontrent clairement que les enfants, il y a eu beaucoup plus de difficultés dans la prise en charge. Mais j'ai expliqué aussi les quelques moyens que nous avions utilisés pour essayer de pallier à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. Vraiment très intéressant cette expérience avec les familles d'accueil et tout ce suivi que vous avez réussi à faire malgré tout à distance. Et inquiétant aussi cette augmentation des violences basées sur le genre, notamment pour les filles, pendant la période du Covid. Ouais, merci. Donc maintenant, je vais inviter Marcelin. Quelle a été votre expérience en RDC sur cette question de la prise en charge et de la réunification familiale des enfants? Merci pour la parole. En effet, pour la prise en charge, d'abord en ce qui concerne le rétablissement des liens, tant avec la famille qu'avec la communauté, la difficulté majeure était la restriction des mouvements. Et pour ça, nous étions obligés de rendre plus local le processus de recherche, de médiation et de réunification. Même lorsqu'il s'agissait d'obtenir ou de négocier les attestations de sortie, du moment que nous ne pourrions pas quitter d'une zone vers une autre, nous étions obligés de nous appuyer sur les autres acteurs selon qu'ils sont dans les zones où les attestations pourraient être obtenues. Et plus spécifiquement, l'UNICEF qui couvre une grande partie de la zone, qui tout le temps pourrait nous aider à aller vers le bureau des FARDC pour solliciter les attestations par rapport en faveur des enfants. Nous devions aussi nous appuyer sur un réseau de moniteurs de protection éparpillés sur presque l'étendue du territoire couvert pour qu'ils puissent nous aider à faire la recherche des familles, à faire des médiations, mais aussi plus tard à faciliter la réunification des enfants avec leur famille. Pour les recherches et les réunifications extra-provinciales, nous étions obligés de nous appuyer aussi sur le CICR, etc. Mais par rapport à la prise en charge transitoire, comme les autres collègues, nous ne travaillons que sur les FAT ou avec les familles d'accueil transitoire,
nous étions obligés de renforcer, vraiment de renforcer les capacités des familles d'accueil transitoire pour aussi prendre en considération des aspects de prévention COVID. Mais aussi, sachant qu'il y a eu une difficulté qui a fait que les familles, toutes les familles d'une manière globale, y compris les familles d'accueil transitoire, ont été paralysées par rapport aux mécanismes de survie. Et donc, nous devions continuer à les appuyer, à prendre en charge la prise en charge de certains enfants, donc à travers des petites contributions. Mais aussi, nous avons organisé ces fêtes à une ou à des associations sans but lucratif et nous avons donné des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent continuer à prendre en charge les cas d'enfants qui pourraient être placés au sein de ces dernières et ne pas dépendre des subsides qui proviendraient des projets qui ont des budgets limités. Donc, c'est une expérience qui nous a permis vraiment d'assister, de prendre en charge un nombre aussi important d'enfants qui allait au-delà du nombre qui était peut-être budgétisé. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'expérience de la RDC en cette thématique. Merci Marcelin. Bon, ça c'est intéressant aussi. Donc la mobilisation des autres acteurs sur le terrain qui étaient déjà présents dans des localités où après vous n'aviez plus accès. Donc notamment UNICEF ou CICR, effectivement, ça ce sont de bonnes pratiques. Et puis l'intervention auprès de ces familles d'accueil transitoire et des AGR que vous leur avez fournis pour continuer à assurer la prise en charge des enfants pendant cette période de crise. Ça, ce sont vraiment de bonnes idées. Merci beaucoup, Marcelin. Je vais appeler maintenant le Mali. Donc, Boulkassoum, quelle a été votre expérience à vous au Mali pour cette question de la prise en charge des enfants? Ok, merci bien Sandra. Bon, juste dire que je partage certains points de mes prédécesseurs, mais je voudrais signaler ici au niveau de la prise en charge temporaire. Au Mali, nous avons les CTO et nous avons les familles d'accueil. Les deux initiatives sont à notre niveau. Pendant cette période de Covid, une des mesures que nous avons pu prendre pour limiter au moins quand même les risques, c'est la réduction de notre capacité au niveau des CTO. Parce qu'au niveau des CTO, si je prends le CTO de Gao avait une capacité de 60 enfants. Mais quand le Covid est arrivé, nous avons ramené ça à 25 enfants parce que c'était des lits superposés qu'on avait, tout ce que c'est, pour assurer une bonne prévention de la maladie. Et ce qui veut dire à ce niveau, chaque matin, les températures des enfants sont prises et le matin et le soir pour continuer, parce que nous n'avons pas souhaité que les CTO soient fermés. Nous pensons que nous devons continuer à délivrer les services tout en respectant les mesures barrières. Donc c'est dans ce cadre que ce dispositif a été, on a réduit substantiellement le nombre pour prendre vraiment le nombre qui nous pensons que quand nous parvenons à le faire, ça peut marcher. Autre point aussi qu'on a pu faire, on avait une activité qui était vraiment fondamentale pour nous. C'est vraiment les activités d'intégration communautaire parce que les enfants qui étaient admis au CTO, les week-ends, les samedis et les dimanches sortaient pour aller jouer au football avec les enfants de la communauté ou des fois même ces enfants jouaient contre nous les humanitaires. Donc pour leur intégration. Donc c'était vraiment quelque chose qui était apprécié. Mais malheureusement quand le Covid était arrivé, ces activités ont été arrêtées. On était obligé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants puissent garder le moral. Donc les dimanches, en réalité, l'équipe restreinte sort en deux pour aller faire en sorte que les enfants puissent s'entraîner au niveau du terrain et retourner au centre. Mais les activités, on a renforcé la thérapie du groupe. Ce qui veut dire les enfants dans l'enceinte du CTO, en respectant les gestes barrières, on faisait une séance par semaine, mais maintenant nous faisons 2 séances. Donc les enfants vont s'asseoir autour de la table et le psychologue ou l'animateur. Donc chaque enfant peut rencontrer une histoire pour que on fait tout pour que cette période de, comme on dit tout de suite, des restrictions, ne puisse pas impacter sur elle. Et les activités aussi du psychologue, autrefois, ce qui veut dire l'écoute de l'enfant, c'était comme on appelle une fois
par semaine et consorts. Maintenant, nous avons demandé à ce que les enfants, ils peuvent faire 2 fois au besoin, s'ils ont besoin de se confier au psychologue, vraiment qu'ils soient là pour pouvoir faire en sorte que cette période, nous puissions les passer. Par rapport aux activités de réunification, vous savez, les frontières étaient fermées et surtout pour la réunification en dehors des frontières. Et là, ce que veut dire, c'est surtout les partenariats qu'il faut renforcer. Là où on a la latitude d'avoir les parents au téléphone et consorts, on a renforcé le contact pour que les enfants puissent parler aux parents. Et là où nous n'avons pas, nous sollicitons des fois les CICR qui viennent au CTO pour pouvoir, les enfants qu'ils ont ciblés, qu'ils disent qu'ils peuvent nous aider dans la réunification, puis ils puissent des fois, à travers, comment on appelle ça, le WhatsApp, pourquoi, avec des images, si les parents est dans une zone connectée et que l'enfant puisse parler à ses parents. Donc, c'est ces choses que nous avons. Et enfin, au niveau des CTO, comme à des familles d'accueil, là, c'est le dispositif. C'est là. Subitement, quand le CTO, comme le Covid a commencé, il fallait renforcer les capacités des membres des familles d'accueil. Donc là, on a fait en sorte que cela soit. Ils ont été formés sur les mesures préventives des barrières et ils ont été dotés aussi en équipement au niveau des familles pour la prévention du Covid. Voilà, c'est des mesures qui ont été prises à notre niveau pour que, que les enfants puissent séjourner un peu en toute confiance dans leur zone. Merci. Merci beaucoup, Bokassoum. Là encore, de bonnes initiatives pour pallier à ces difficultés et notamment la réduction de la capacité des CTO, l'augmentation du nombre de groupes de thérapie que vous avez fait par semaine pour que les enfants puissent quand même avoir des moments pour interagir, pour partager leurs ressentis. Et le maintien du contact avec les parents pour les enfants qui, j'imagine, devaient être réunifiés et finalement, peut-être la réunification a été décalée. Donc, maintenir ce lien à distance à travers le téléphone lorsque c'était possible, je pense qu'effectivement, ça a été certainement très important pour ces enfants. Merci beaucoup à vous. Nous allons maintenant aborder la dernière question, qui est la question de la réintégration. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette phase de réintégration des enfants, ainsi que donc les solutions et les leçons apprises que vous avez identifiées. Donc, je vais inviter Marcelin de la RDC à nous partager son expérience. Merci beaucoup. En effet, World Child recourt beaucoup plus à la réintégration scolaire, bien sûr, à côté du soutien psychosocial des enfants qui sortent des forces de groupes armés et aussi des enfants en rupture de liens familiaux. Alors, la grande difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, c'était la fermeture de certains programmes, entre autres le programme scolaire. Donc, depuis que la COVID a été déclarée dans le pays, donc toutes les écoles ont fermé les portes. Mais aussi, il y avait certaines approches qui n'étaient plus adaptées ou qui n'étaient plus d'actualité, par exemple des espaces amis d'enfants et les activités de clubs des jeunes en RDC. Nous nous sommes rendus compte également que nous étions obligés de prolonger certains programmes pour permettre à un grand nombre de bénéficiaires d'y accéder. Donc, on devrait organiser des activités en fait, dans des petits groupes. Alors, la façon dont nous avons fait pour que, nonobstant ces difficultés, les enfants puissent continuer à bénéficier des minimums de protection, c'était d'abord la négociation des calendriers de réintégration avec tous les bénéficiaires. Donc, si c'est des programmes fermés, nous n'avons pas à faire, si ce n'est que conscientiser les enfants, qu'ils comprennent et qu'ils attendent à ce que le programme soit réouvert. Nous avons aussi, comme je le disais tantôt, organisé, surtout pour les activités de soutien psychosocial, organiser des activités avec des petits nombres d'enfants selon qu'ils sont proches. Et là, on se forçait de ne pas dépasser un nombre de 20. Et malheureusement, ça avait un coût parce qu'une activité qui devrait prendre autant, avec 2, 3, 4 encadreurs, nous étions obligés de la multiplier. Nous étions aussi butés à une difficulté telle que les produits de réintégration devenaient rares et très chers sur le marché. Et donc là, nous étions obligés d'élargir nos procédures d'acquisition. Donc, pour acquérir un produit sur le marché local, nous étions obligés de faire une publication large, peut-être qui puisse couvrir même 3 provinces,
Ainsi, nous pourrions trouver un produit qui n'est pas disponible dans une localité vers une autre province. Donc, c'était ça les quelques stratégies que nous avons mises en place. Mais l'autre, c'était de suivre les orientations qui étaient données par le groupe thématique. Par exemple, par rapport à tout le processus de gestion des cas, il y a eu d'abord des réflexions au départ sur les outils à utiliser et les outils qui ont été vraiment adaptés prenant en considération l'aspect COVID. Et c'est ces outils que nous avons utilisés et qui nous ont aidés vraiment à faciliter le processus d'apporter un soutien à la réintégration des enfants. Merci beaucoup, Marcelin. Donc ça, c'est de bonnes idées, oui, pour pallier à ces difficultés d'achat, notamment de biens qui pouvaient être rares sur une localité. Donc, élargir un peu les lieux où vous pouviez faire les achats, faire toutes ces activités en petits groupes. Donc ça, j'imagine que de nombreuses organisations ont été confrontées à ces mêmes difficultés. Merci à vous. Justin, est-ce que vous avez rencontré des situations similaires ou comment avez-vous abordé cette question de la réintégration? Oui, merci beaucoup, Sandra. Et nous avons rencontré les mêmes difficultés parce que les écoles étaient fermées, les écoles étaient déclarées. Il y avait vraiment un arrêté ministériel qui a déclaré la fermeture des écoles, des espaces amis d'enfants et des centres d'encadrement. Ça veut dire y compris même les centres de formation professionnelle. Et nous avions utilisé une autre approche. Ce n'est pas très loin de ce que Marcelin a fait allusion précédemment là-bas. Nous avions utilisé l'approche MAF, on appelait MAF, maître artisan formateur. Ça veut dire que c'était des ateliers isolés dans les quartiers où il n'y a pas beaucoup de gens. Et c'était l'approche qu'on a pu utiliser. Ça facilitait la formation. On a eu aussi le même problème, c'est-à-dire la même difficulté d'absence de certains intrants, de certains matériels de formation ou de kits de réintégration qui n'étaient pas permanents. Comme j'ai dit tantôt, la Centrafrique est plus alimentée par le Cameroun. La Centrafrique n'a pas l'accès à la mer. Ça veut dire tout passe par le Cameroun et les frontières camerounaises étaient fermées. Et donc, on a eu à assurer la formation des enfants à travers l'approche de maître artisan formateur dans les centres, dans les ateliers, pas des grands centres où il y a beaucoup de gens parce que c'était fermé. Après la formation, on a procédé à la réintégration sociale, mais pas économique, parce qu'on a retardé la réintégration économique. Et on est venu remettre les kits après, maintenant, quand la situation s'est améliorée. C'est vers maintenant le mois de juillet et fin juillet, août maintenant là, qu'on est en train de procéder maintenant à la remise des kits aux enfants qui ont fini les formations. C'était un peu ce qu'on a fait, mais la difficulté aussi que je voudrais souligner ici, c'est aussi le suivi, puisque le suivi fait partie aussi de la réintégration et qui devrait se faire aussi dans les mêmes conditions que le suivi pendant la prise en charge. Ça veut dire on faisait suivant à travers le téléphone, un suivi à distance qui n'était pas efficace, qui n'était pas rassurant, mais qui était le seul moyen dont on disposait. S'il n'y a pas un acteur de protection dans la zone qui peut directement aller faire le suivi sans se déplacer avec des véhicules, chose qui n'était pas encouragée sur tous les axes. Et ceci nous a facilité d'avoir la situation des enfants chaque semaine. Et dans les zones où il y avait des mécanismes communautaires, je sous-entends les réseaux communautaires ou les clubs des adolescents, on les utilisait aussi pour avoir certaines informations sur la réintégration, sur le bien-être de l'enfant qui est réinséré dans la communauté. C'est un peu ce qu'on utilisait comme alternative à ces problèmes de suspension de mouvement. C'est un peu ça la situation ou c'est un peu ça l'ajout que je voudrais apporter relativement au contexte de la Centrafrique. Merci. Merci beaucoup, Justin. Et donc, pour terminer sur cette question, je vais inviter Boulkassoum à nous partager son expérience du Mali. Merci bien. Par rapport à la réintégration, là où nous avons eu plus de difficultés cette année, c'est surtout la réintégration scolaire. Et là, ça s'explique parce que les écoles n'ont pas fonctionné normalement. Et là, vraiment, ça nous a posé énormément de problèmes. Donc, pour les autres aspects, concrètement, ce qui veut dire en termes, ce que nous avons constaté sur le terrain,
cette fermeture au tout début de vraiment, il faut reconnaître, au tout début du Covid et consorts, même les marchés ont été impactés. Donc, ça veut dire qu'on avait beaucoup plus les filles et certains garçons qui avaient choisi des activités d'AGR et qui, pour pouvoir mener cette activité d'AGR, devaient se déplacer peut-être les jours de foire et consorts pour vendre certaines des choses. Donc, avec le Covid et l'insécurité grandissant sur les zones, ces activités ont été fortement impactées. Et une réflexion qui s'est déroulée à notre niveau, on a dû laisser la latitude à ces bénéficiaires de voir s'ils décident une réorientation de leur activité. Si on pense que c'est rentable, nous les accompagnons. Donc ça, cette liberté, nous avons. Deuxième aspect, ce qui veut dire tout de suite, après la réintégration, pendant cette phase, avec la réduction des, comment on appelle, du mouvement et tout ce que nous faisons. Heureusement, nous, on a sur le terrain ici, bon, nous avons à peu près 60 au nord, pratiquement les ONG qui sont en train de mettre, les activités sont des ONG locales, les ONG nationales. Donc, ce qui veut dire ils ont des points focaux auprès de ces communautés et au centre aussi, ces ONG, comme l'ONG internationale, utilisent des ONG nationales pour pouvoir mener ces activités. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, le point focal qui est là-bas, des fois, ils partagent pour nous. Si nous avons assuré tout de suite une réunification, l'embauche pour un enfant qui est là-bas, fréquemment par semaine, le point focal qui est là-bas prend des photos par WhatsApp et nous envoie pour dire que bon, voilà comment l'activité de l'enfant évolue. Ou des fois, si c'est une activité sous forme de boutique ou ici les coiffeurs, on nous envoie des images qui nous rassurent un peu quand même que les activités continuent sur le terrain. Nous utilisons, cela veut dire que nous utilisons et les nouvelles technologies à partir de nos points focaux qui sont dans ces communautés pour pouvoir suivre ces activités. Mais la phase qui est la plus impactée, c'est vraiment la réunification scolaire. Merci. Merci beaucoup, Bokassoum. Donc aussi des difficultés similaires hein, dans les 3 pays sur la scolarisation, les activités génératrices de revenus. Je trouve ça intéressant que vous ayez proposé donc, une réorientation des activités et puis tout comme la RDC, vous avez aussi, ou la RCA, pardon, vous avez mobilisé le réseau communautaire avec donc, tous ces points focaux qui sont déjà sur place. Donc, de très bonnes idées. Très bien, donc merci beaucoup à tous. Yang, est-ce que nous avons des questions de la part des participants? Alors, oui, Sandra, on a plusieurs des questions. Alors, la première vient de notre collègue Sylvie Nibizi. Alors, Sylvie, s'il vous plaît, si vous voulez allumer votre micro et poser la question à les panélistes. OK, alors, si ce n'est pas possible, ce n'est pas problème. Peut-être je vais poser la question pour Sylvie. Oui. Alors, merci. Alors, bonjour, merci pour la présentation de Mali. Je voulais une explication plus détaillée sur la stratégie de dialogue communautaire avec ses effets sur la prévention de recrutement. Alors, je crois que c'est une question plutôt pour les 2 collègues du Mali. Alors, c'était quoi la stratégie de dialogue communautaire et est-ce qu'il y avait un effet aussi sur la prévention du recrutement? Okay, bonjour tout le monde. Je vais essayer de répondre à la question de Sylvie. Donc, par rapport au dialogue communautaire, nous soulevons des sujets, c'est-à-dire des sujets sensibles au niveau communautaire, toujours relatifs à la prévention du recrutement. Donc, c'est dans ce sens qu'il y a des dialogues, il y a des échanges autour de ces questions. Et au niveau communautaire, ils essaient d'apporter des solutions. Vous verrez, on peut avoir tout de suite, comme il a dit, la réintégration. Il y a des communautés où il n'y a pas de partenaires pour la réintégration des enfants. Donc, à ce niveau, quelle stratégie on peut adopter pour que l'enfant soit réintégré? Donc, nous faisons l'identité ou bien de couture. On confie l'enfant à un maître tailleur ou à un maître de menuisier métallique, parce que ça, c'est le choix même de l'enfant. Parce que tout ce qu'on fait, on l'adapte au choix de l'enfant. L'enfant peut choisir d'être peut-être un apprenti tailleur. Vous voyez, donc ça, c'est au niveau, c'est des solutions communautaires. Juste pour garder l'enfant
à un certain moment. Donc, et puis, c'est volontaire. Voilà les stratégies que nous mettons en place dans le cadre de la prévention et dans le cadre de la protection même de façon générale de l'enfant. Vous voyez. Merci, Voilà, Alfarouk. Merci. Alors, Boucasson, je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose sur les dialogues communautaires. Oui, le dialogue communautaire, à la suite de mon collègue, qu'on comprenne, depuis la mise en œuvre de nos différents projets, nous nous sommes dit que vraiment, si nous voulons aller loin, il faut que ces communautés soient vraiment fortement impliquées et qu'ils soient les acteurs pour la sortie des enfants. Et donc, ce qui veut dire les ONG qui ont été identifiées sont parties dans les chefs-lieux de communes et des fois jusqu'au niveau des villages. D'abord, si l'élu local existe là-bas, autour de lui, on a appelé les chefs traditionnels, les chefs religieux et de quoi. Donc, c'est autour de la table, on les a expliqué la philosophie du projet, c'est pour le mieux-être de nos enfants. Donc, ça a commencé d'abord par la présentation du projet. Après, nous avons créé un cadre. Et ce cadre, ce qui veut dire à chaque fois, parce que c'est un cadre pour la sortie des enfants. Vous vous rappelez, dans mon intervention, je vous ai dit que nos groupes, en réalité, ont une connotation beaucoup plus ethnique. Et ces enfants sont associés vraiment, des fois, pensant qu'ils sont redevables vis-à-vis de leur communauté et donc il faut qu'ils soient. Quand l'ONG vient les explique en réalité, oui, même si vous défendez un idéal, il y a une situation sur laquelle vous ne pouvez pas faire parce qu'un enfant n'a pas sa place, n'est pas dans le groupe. On explique. Quand les leaders communautaires comprennent, c'est eux qui deviennent les porte-flambeaux maintenant pour la suite de la sensibilisation. Et là, ce qui veut dire, quand nous, on détecte un cas, au lieu d'aller ailleurs, nous partons vers ce leader pour l'informer. Ah, aujourd'hui, on a été informé que tel groupe a un enfant. Ils disent, allez, laissez-moi, on appelle le chef, et là, ce qui veut dire, il parle avec le chef. S'il y a un accord, il appelle l'ONG pour lui dire que, ben voilà, cet enfant, on peut le faire sortir aujourd'hui, donc ce qui veut dire, vous pouvez l'avoir pour les autres phases de prise en charge. Voilà ce dialogue qu'on maintient avec cette élite communautaire pour pouvoir au moins solutionner certains des aspects au niveau communautaire. Merci beaucoup, Boucasson. Je vois qu'il y a aussi une collègue, Aliou, qui aimerait compléter. Alors, Aliou, s'il vous plaît, vous pouvez allumer votre micro. Ok, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Aliou Youssouf Maïga. Je suis responsable d'un CTO à Gao au Mali, dans le nord du Mali. Donc, pour compléter les deux collègues du Mali, l'approche communautaire consiste à aller vers la communauté et à mettre la communauté au centre même de nos activités d'intervention. La communauté elle-même s'approprie des connaissances et des notions qu'on a dans la prise en charge de ces cas d'enfants. Donc, ça se passe comment? À travers des groupes cibles tels que les chefs des groupes armés ou bien les chefs de communautés. Donc, c'est à travers ces personnes nous intégrons la communauté. C'est notre porte d'entrée, donc on les explique. Les paquets d'intervention qu'on a, dont nous disposions. Par exemple, moi, en tant que responsable de CTO, j'ai fait savoir les paquets disponibles dans mon centre. Et l'objectif même de mon centre, à quoi mon centre consiste. Donc, je les explique et les communautés adhèrent. C'est eux, à leur tour maintenant, de sensibiliser les bases. Donc, c'est à travers ces sensibilisations-là qu'on parvient à retrouver des enfants informellement du cadre DDR formel. Donc, beaucoup de groupes armés ont adhéré à notre idéal. Ils ont compris. Beaucoup nous faisaient comprendre qu'au départ, ils ne comprenaient pas. Parce que quand un enfant vient volontairement, on ne peut pas le refuser. Mais maintenant qu'ils ont appris qu'il y a des mécanismes tels que les MRM, les 6 violations graves des droits de l'enfant, on les explique, ils ont pris et ils adhèrent volontairement sans les imposer quoi que ce soit. Nous aussi, on ne les promet rien parce que nous, notre objectif, vise l'intérêt supérieur de tous les enfants. Donc, sans discrimination ethnique ou bien religieuse ou toute coloration. Donc, en grosso modo, c'est ce que je voulais ajouter à ce que les deux autres collègues ont dit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aliou, pour cet ajout. Donc, pour finaliser ce que mes collègues viennent de dire, ce qui est très important dans ce programme, c'est que nous, on a constaté que si, imaginez, nous avons au moins 240 jeunes. Parce que dans un premier temps du projet, on avait même formé 1128 jeunes.
Donc, tous ces jeunes qui ont eu des notions sur le recrutement, la prévention du recrutement, on peut dire qu'ils sont en dehors. Vous voyez, ils ne pourront plus retourner vers ces groupes armés parce qu'ils savent les conséquences. Oui. Parce que c'est eux-mêmes qui font la sensibilisation. C'est eux-mêmes qu'on met devant les choses, à travers les plans d'action qu'eux-mêmes ils veulent. C'est en fonction de ça que nous intervenons. Donc, vous voyez, ça met au moins de côté tous ces enfants qui ont eu la chance de bénéficier de ces formations et ne pas retourner vers ce groupe. Voilà, c'est ça qui est très, très important. Voilà. Merci beaucoup, Al-Farouk. Alors, je veux donner la chance pour les autres questions. Alors, il y avait une question qui vient d'une collègue, Amedou Afizou. Alors, la question était, et je crois que c'est pour tous les panélistes, dans votre expérience, est-ce que les groupes ou les forces armées reconnaissent la gravité du COVID-19 comme tel pour en tenir compte lors de vos interventions? Alors, est-ce que les collègues de DRC ou CAR a noté ça ou non? S'il te plaît, Yang, je peux répondre? Oui, s'il vous plaît, je sais. Ok, pour répondre d'une manière un peu plus rapide, je dirais que oui, parce que dans notre contexte, par exemple dans le contexte de CAR, de la Centrafrique, la faible séparation des enfants n'était pas due au fait que le groupe armé n'avait pas reconnu ou ne voulait plus continuer à collaborer, mais c'était parce que c'était plus du côté de nous acteurs qui, du fait des COVID-19, certaines activités n'étaient plus réalisées normalement. C'est pour ça qu'il y a eu faible taux de séparation. Mais de leur côté, je pense, oui, ils étaient conscients parce que pour certains cas, quand il y avait des sensibilisations autour de ça, ils étaient aussi intéressés et ils étaient aussi appliqués, ils cherchaient à comprendre quelles mesures à mettre en place. Je pense que je peux confirmer dans notre contexte que oui. Merci beaucoup, Justin. Alors, oui, Pocasson? Oui, juste chez nous, vraiment, c'est une réponse mitigée. Certains comprennent, mais d'autres, c'est ceux qui ont eu la chance, parce que ces responsables du groupe sont vraiment représentés dans le cadre du DDR formel. Et on l'a tenté au Mali, ça se passe périodique. Pendant la période Covid, il y a eu une phase qui s'est passée à Gao, à Koma, à Tombouctou et à Kidal. Donc, ce qui veut dire, ce processus a été. Donc, ils ont bénéficié de la sensibilisation, mais pas comme, je sais qu'au Mali, quand nous regardons, quand le Covid est venu, il y a eu des mesures édictées par l'État qui ont permis au moins la libération des personnes qui étaient en détention ou de quoi. Mais est-ce que nous, on peut dire que est-ce que parce qu'il y a eu Covid et que les chefs des groupes ont décidé pour que les enfants ne soient pas affectés, il faut qu'ils quittent le groupe. Ça, nous ne pouvons pas le confirmer. Nous n'avons pas d'évidence dans ce sens pour pouvoir l'étayer. Mais en termes de confiance, parce que c'est une maladie qui est tombée subitement et il y a eu beaucoup de communication sur la maladie, ce qui veut dire qu'ils ont l'information. Mais les activités de terrain, ce n'est réellement pas les groupes, c'est nous les autres acteurs qui allons vers eux, c'est nous qui avons établi comme des règles pour dire qu'en cette période, même si nous devons les aborder, on ne doit pas les aborder en grand groupe, on ne doit pas aborder comme ça. C'est cette stratégie que nous avons dit. Donc pour moi, la réponse, vraiment, il faut les mitiger. Merci. Merci, Bocasson. Alors, on prend une autre question et cette question vient d'une collègue, Angela Tovar, qui travaille officière de protection de l'enfance au Soudan du Sud. La question est comment identifier et vérifier l'enfant associé à des groupes d'armées ou des forces armées à l'époque du COVID-19? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager, les trois panélistes, sur l'identification et la vérification? Je peux réagir? Oui, s'il vous plaît, Al-Farouk. Ok, d'accord. Au niveau communautaire, nous, la stratégie on a mis en place, c'est des points focaux qui travaillent en étroite collaboration avec les relais communautaires. Donc, les points focaux, ils identifient, ils alertent le relais et le relais à son tour alerte aussi le comité local de protection.
Maintenant, il y a une cellule aussi de communication pour la véracité même de l'information. Voilà la stratégie que nous avons adoptée pour l'identification des enfants associés. Merci. Merci beaucoup. Merci, Yang. Merci. Alors, je suis désolée à Flore, Sonia, Yao et Muriel. Je vois les questions, mais on n'a pas assez de temps, mais on reviendra vers vous après la webinaire. Merci. Oui, merci beaucoup, Yang. Oui, je crois qu'il est prévu. On va prendre les questions auxquelles on n'a pas pu répondre et puis on va essayer d'y répondre à travers le site de l'Alliance. Donc, ce webinaire a été enregistré et donc sera ensuite publié sur le site. Donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement s'il y a des points que vous voulez retrouver plus tard. Je voulais aussi prendre cette occasion pour vous présenter juste quelques informations complémentaires avant qu'on ne se quitte aujourd'hui. Et tout d'abord, la formation d'un nouveau groupe de travail ou task force au niveau global sur les enfants associés aux forces et groupes armés. Donc, c'est une task force qui a plusieurs objectifs, notamment le développement d'outils et de lignes directrices, le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain, une communauté de pratique avec des occasions de partager des expériences comme nous l'avons fait aujourd'hui avec ce webinaire, et la coordination et le plaidoyer. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'Alliance au niveau des groupes de travail et là, vous allez trouver toutes les informations concernant ce nouveau groupe. Et je voulais aussi vous informer qu'il y a une note technique spécialement sur les filles associées aux forces et groupes armés qui est en cours de rédaction et qui sera finalisée d'ici la fin de l'année et aussi traduite en plusieurs langues, dont le français. Donc, cette note technique sera ensuite diffusée très largement à travers tous les réseaux de l'Alliance et autres. Et donc, voilà, j'espère que vous pourrez aussi nous faire un retour sur ces différents éléments. Voilà, donc c'est la fin pour nous aujourd'hui. Je remercie sincèrement tous les intervenants qui ont pris du temps pour préparer ce webinaire. Donc merci à vous et merci aux participants pour leur attention et leur participation.